Nous allons reprendre cette séance de l'après-midi. Alors, si je résume, nous avons débuté hier avec un regard sur le secret et le mensonge face aux obligations de prévention et de sécurité au travail, en examinant d'abord l'angle de la philosophie, du droit, l'angle de la science médicale. Nous avons ensuite examiné l'importance de la prévention des risques professionnels. Nous avons finalement examiné l'impact du secret ou du mensonge, non seulement sur les obligations contractuelles, mais nous avons également débordé beaucoup sur les questions notamment des droits fondamentaux, le droit à la vie privée et l'obligation de sécurité, celle qui incombe aux salariés et aussi celle qui incombe à l'employeur et qui a été modulée récemment par la Cour de cassation. Et pour bien boucler la boucle cet après-midi, nous allons maintenant aborder les règles relatives au maintien ou au retour dans l'emploi et regarder ensemble donc quels sont les impacts de ce fameux secret ou mensonge. Alors, nous débutons sans plus tarder avec M. Alain Jabs, médecin du travail ergonome chez ALJP Conseil à Paris, qui nous entretiendra du sujet suivant. Alors, sa présentation a pour titre « Prévention de la désinsertion professionnelle, nécessaire coopération des acteurs et stratégie systémique ». Alors, la parole est à vous. Merci. Bon, en tout cas, merci Alain de venir, parce que je sais combien ton emploi du temps est précieux, de venir avec nous et avec ton dynamisme nous présenter ce point-là. En sachant que vous allez voir qu'on pourrait se dire, c'est quoi le lien entre ce que va nous dire Alain et le mensonge, mais vous allez voir combien la question de la confiance et du lien est importante dans cette démarche. Merci à toutes, bonjour à tous. Merci Sophie de m'avoir invité pour pouvoir donc présenter un petit peu ce qu'on pourrait peut-être appeler la prévention du mensonge. Parce que jusque-là, on a eu beaucoup de questions. Et je crois que beaucoup d'entre nous sommes sur le terrain en fait tous les jours et abordons en fait concrètement aujourd'hui toutes les réponses. Alors on va essayer de voir si l'abord systémique, c'est-à-dire le fait d'essayer de faire coopérer tous les acteurs avec une méthodologie donnée, permet d'aborder en fait une réponse à en fait ce risque en fait du mensonge. Secret et mensonge d'abord de qui ? De tous les acteurs. Et nous allons voir que peut-être qu'une des réponses sur en fait justement ce problème des mensonges, ce serait peut-être à un moment donné de faire coopérer tous ces acteurs, mais dans une approche systémique, c'est-à-dire d'aider chacun à pouvoir faire à un moment donné le travail et à avoir une posture qui facilite à un moment donné le maintien en emploi, que l'on appelle encore la prévention tertiaire. Le salarié, l'employeur, le collectif de travail et les représentants de salariés, les aidants familiaux, amicaux, dont on n'a absolument pas parlé en fait depuis hier, les aidants professionnels, qu'ils soient médecins, rééducateurs, paramédicaux, services sociaux, psychologues, ergonomes, préventeurs, juristes et financeurs, tout cela est nécessaire pour aboutir à un maintien en emploi efficace. Et évidemment, tous ces gens-là appartiennent à des institutions jalouses de leurs prérogatives. Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est si difficile ? 85% en fait de notre tissu en fait d'entreprise sont en fait des TPE. Et les TPE doivent en fait faire face à cette pluie de législation, auquel évidemment ils ne comprennent strictement rien. Donc, quelle est l'accession en fait des TPE à l'évolution des législations ? Regardez un peu, la loi du 16 novembre 2001 sur la discrimination. On voit en fait tout ça depuis hier matin. Les risques professionnels avec le DU, la pénibilité, les décrets en fait de 2014 là-dessus, la loi du 11 février 2005 sur la santé au travail, sur l'égalité des chances et la citoyenneté, la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, et puis en fait très récemment, donc cette année 2016, le 3e plan santé-travail dont on a un peu parlé ce matin, et la loi travail 2016. Je peux vous assurer qu'un employeur de TPE ne peut pas comprendre. Donc déjà, il va falloir à un moment donné, réduire ça à quelque chose de compréhensible pour en fait des TPE et des PME. Nous, en fait, on explique ça en fait relativement en fait simplement aux gens avec 4 niveaux de responsabilité sur sécurité, santé, le principe de précaution et l'obligation de sécurité de résultat, absolument à faire intégrer en fait par l'employeur qu'on a en face de nous pour lui faire comprendre où est sa responsabilité, mais également en fait sur la santé, l'obligation de tenir compte de l'avis du médecin du travail et ce fameux principe de non-discrimination. Le principe de non-discrimination, je m'aperçois à travers toute la France, puisque nous formons France entière sur ces sujets, aussi bien en fait des grandes entreprises que des services internes, que en gros des institutions comme celle de la sécurité sociale, et ainsi de suite. Donc
ce principe est très peu connu encore dans toute la France, et pourtant on en parle depuis hier matin, tout le temps, mais nous ne représentons pas la France entière. Vous vous rendez compte que ce principe de non-discrimination va quand même très très loin, quoi. Il faut que l'employeur puisse prouver qu'il a aidé à faire conserver un emploi, à faire en sorte que la personne puisse l'y exercer, y progresser pour qu'une formation lui soit dispensée, et il faut qu'il apporte la preuve que cela ferait couler son entreprise que de mettre en œuvre tout ce qu'on peut lui proposer. Ce qui veut dire que ce principe de non-discrimination oblige l'employeur à se doter d'un process lisible, visible et traçable qui prouve sa non-discrimination. Mais comme nous disons souvent, attention, si l'employeur, lui, doit se doter du process, tous ses conseillers, services de santé au travail, les CARSAT, tous les conseillers, les ergonomes, et en fait, toutes les représentations doivent se doter du même process, sinon ils ne peuvent pas s'appeler les conseillers de l'entreprise. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui fait qu'une personne arrive à mentir? Qu'est-ce qui fait? Et puis en fait, est-ce que c'est mensonge ou ignorance? On s'aperçoit en fait très souvent que c'est la méconnaissance des chiffres. Si on parle de prévention tertiaire, quels sont les chiffres français? Si on demandait dans cette noble assistance, est-ce que vous connaissez les chiffres français du maintien en emploi? Très très difficile. La méconnaissance des chiffres est terrible parce que vous ne pouvez pas allouer les ressources et les finances nécessaires à cette prise en charge à partir du moment où vous sous-estimez, vous ignorez le risque. Sur 18 millions de salariés de droit privé, je ne connais pas en fait au niveau du public, puisqu'il y a une sécurité de l'emploi dans le public, mais dans le privé, 18 millions de salariés de droit privé, nous avons grosso modo 6% en fait de problèmes de santé au travail exprimés tous les ans, et sur ces 6% qui se décomposent en gros, sur 5% de ce qu'on appelle les restrictions, les aménagements et ainsi de suite, et 1% en gros d'inaptitude. Donc vous avez en fait un risque de désinsertion professionnelle pour 180 000 personnes par an. Et nous devons prouver par un process lisible, visible et traçable que nous n'avons pas discriminé sur ces 180 000 personnes. Donc vous voyez que ces chiffres-là nous montrent bien que si, à l'échelon d'un département ou d'un service, on ne connaît pas ces chiffres, comment voulez-vous à un moment donné ne pas s'abriter derrière le mensonge pour expliquer qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire par la non-discrimination? La deuxième entité, c'est l'obstacle culturel. Jusqu'à la loi de 2005, nous avions une habitude, je sais en fait que Christophe Barré n'aime pas cette habitude ce nom de discrimination positive, et pourtant c'était le cas. On faisait en plus pour les gens différents, mais à part. Et ça commence, c'est un problème culturel dès l'école. Dès l'école, si je demandais en fait parmi vous qui a été à l'école avec des enfants en fait profondément différents, non-entendants, non-voyants, infirmes moteur cérébral et ainsi de suite, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas en fait le quart de cette audience qui pourrait en fait dire oui, j'étais à l'école avec la différence. Or, comment voulez-vous, si vous ne construisez pas les processus de régulation pendant l'enfance, comment voulez-vous vous habituer petit à petit à la différence et faire en sorte que cette différence ne pose plus de problème dans le monde professionnel? Il n'y a que depuis la loi de 2005 qu'une directrice d'école ne peut plus refuser un enfant différent. Mais quels moyens lui donne-t-on? Les AVS, auxiliaires de vie scolaire, quand il faudrait en fait des EduxP, quand il faudrait en fait des psychologues scolaires, quand il faudrait en fait une tonne de monde pour pouvoir à un moment donné donc intégrer cette différence dès l'école. Donc il est évident que quand vous avez un employeur, eh bien en fait il prend peur. Vous excitez son cerveau des émotions qui vont lui provoquer la peur, ma productivité. Et puis vous allez en fait provoquer également la peur du collègue. Je vais faire son devoir, son travail à sa place. Et puis vous provoquez la peur de tout le monde, parce que personne n'a pris l'habitude pendant l'enfance de cette différence. Donc vous voyez que cet obstacle culturel a un antidote. C'est qu'il va falloir passer du cerveau des émotions, qui provoque la peur et le rejet, au cerveau de la compréhension, qui provoque l'empathie. Ce n'est pas un problème, c'est une personne en fait qui a 43 ans, qui a en fait 20 ans en fait dans la société, qui a 3 enfants en charge, et là petit à petit, quand vous incarnez à un moment donné, ce n'est plus un problème, c'est un être humain, alors vous avez le cri primal, c'est « Oh, vous inquiétez pas, on va l'aider lundi ». Ouais. Combien de temps va durer l'empathie du lundi matin? Une matinée, une journée, voire dans le meilleur des cas une semaine, mais quand les gens vont s'apercevoir qu'ils doivent tout faire à la place de la personne, là je peux vous assurer que l'empathie va très vite disparaître. Donc à un moment donné, il va falloir que vous passiez une troisième partie de cerveau qui va éteindre l'opposition, la peur et le rejet de façon réflexe, ça s'appelle le cerveau de l'action. Alors l'action, en ergonomie, en fait on appelle ça la co-construction des solutions, par une simulation de l'activité future. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller voir un collectif de travail si on n'a pas fait une étude de toute l'activité de travail de tous ceux en fait qui travaillent là, parce qu'au centre de la discussion avec ce collectif et pendant l'arrêt,
il va falloir mettre les nouvelles capacités de la personne qui va revenir dans l'emploi. Comment voulez-vous obtenir le consentement éclairé, absolument nécessaire de tous sur un retour à l'emploi, si les gens n'ont pas l'exacte connaissance des nouvelles capacités de la personne, cette connaissance va permettre à chacun de pouvoir se projeter dans l'avenir et de dire, mais moi, s'il a ces capacités ou ces incapacités, moi, ça met mon propre travail en danger. Et tant que vous n'avez pas demandé l'avis de chacun, que ce soit en fait les fonctions support, que ce soit la hiérarchie intermédiaire, les collègues, les représentants de salariés, l'employeur, tant que vous ne les avez pas mis au pied de nouvelles connaissances, comment voulez-vous obtenir leur consentement éclairé sur voilà en fait comment je vois notre futur travail et surtout le mien. Quand vous ne préparez pas le maintien en emploi et le retour à l'emploi et que vous découvrez ça le matin même de la reprise, vous flouez tout le monde sur leur fausse acceptation du retour de la personne et vous mettez tout le monde en danger, le salarié en premier, mais l'employeur et tout le collectif de travail, parce que vous n'aurez pas préparé la chose. Et ça, c'est directement en lien avec cet obstacle culturel. Passer du cerveau des émotions qui provoquent de façon réflexe peur et rejet au cerveau de l'action qui provoque à un moment donné l'intégration. Derrière, vous avez en fait l'environnement peu engageant. L'environnement peu engageant, c'est qu'un employeur, voilà ce qu'il vit tous les jours. Quelle est l'entreprise aujourd'hui qui n'est pas en restructuration, qui n'a pas des plans sociaux, de la concurrence, de la délocalisation, bref, vous vous rendez compte de tout ce qu'il vit, et en plus, il vous dit, mais, et en plus, vous voulez me coller un bras cassé. Voilà en fait le problème de l'employeur. C'est que si vous ne lui parlez pas dans son langage, et si vous ne lui prouvez pas, parce qu'il y a des façons aujourd'hui scientifiques de prouver à l'employeur que de travailler avec vous, c'est lui qui va y gagner. Et donc ça veut dire prendre son dictionnaire santé au travail versus tableau de bord d'un chef d'entreprise pour lui dire en fait ce en quoi il va y gagner. Vous savez qu'il y a un vieux proverbe commercial qui dit qu'on ne peut vendre qu'à celui dont on connaît la langue. Donc on pense santé au travail et on traduit ça en fait dans le langage du tableau de bord du chef d'entreprise. À savoir, on va en fait tout d'abord parler d'un process. Si vous ne parlez pas de process en entreprise, n'allez pas en entreprise. D'accord ? On va parler tout d'abord d'un process qui, parce qu'on va s'occuper de la personne pendant son arrêt, à sa demande, tous les mots ont leur importance, divise par 2 la durée de son arrêt de travail. Et là, on a toutes les preuves aujourd'hui de la baisse de l'absentéisme par tous ces processus de maintien en emploi qui commencent dont le travail commence dès l'arrêt de travail. Donc vous vous rendez compte que là, je parle de process de baisse de l'absentéisme, de baisse des contentieux, parce qu'on s'est tous mis d'accord avant. On parle également d'amélioration en fait, du dialogue social, et il n'y en a aucun en fait, qui vous dit non, j'en veux pas, d'amélioration du dialogue social autour de ces questions. D'un process lisible, visible et traçable, il vous dit tiens, vous parlez qualité totale, qui prouve votre non-discrimination sur l'état de santé et sur le handicap. Et là, à partir de ce moment-là, il vous dit c'est quoi ça? Et vous lui donnez le dernier rapport du défenseur des droits, qui montre qu'à chaque fois qu'un employeur va au défenseur des droits, enfin c'est pas lui, c'est le salarié, en général l'employeur est condamné. Donc à un moment donné, je peux vous assurer que là, il comprend que c'est son intérêt de travailler avec vous par baisse de l'absentéisme, par baisse de ses contentieux prud'homaux, et en fait vous terminez par l'image de l'entreprise. C'est qu'en valorisant tout ce qu'il aura pu faire là-dessus, vous améliorez l'image interne et externe de l'entreprise. Et c'est ce que j'appelle prendre le dictionnaire santé au travail versus de l'autre côté tableau de bord du chef d'entreprise. Et là, il faut bien dire que dans les études habituelles de tous les opérateurs de la santé au travail, ce dictionnaire est rarement appris, sauf en ergonomie. La grande diversité des acteurs devrait être un atout. Malheureusement, elle est souvent un obstacle. On peut vous démontrer en maintien dans l'emploi qu'on peut tous magnifiquement faire notre travail et aboutir à la plus magnifique des exclusions. Pourquoi ? Parce que chacun fait le travail pour lequel il est payé. Donc on ne peut pas reprocher aux acteurs de faire leur travail et d'obéir aux ordres qu'on leur donne dans leur chapelle. Puisqu'en France, nous sommes dans les chapelles, en silo, et nous n'avons pas de travail transversal. C'est ce qu'il y a de plus dur culturellement chez nous. Donc chacun va vendre. Alors vous avez celui en bas à droite, là, qui est dans la logique de soins. C'est nous, les médecins. Oh, attention monsieur, avec votre cœur, votre cerveau, etc., qui n'est pas encore guéri, surtout vous ne reprenez que quand tout ça va bien. Vous avez le deuxième, logique en fait d'assurance sociale. Attention, vous êtes en fin de droit, il faut reprendre. Ah, tiens, il y a à un moment donné un hiatus. Et puis le troisième qui fait, ouh là 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 là, c'est aujourd'hui les assurances qui vous payent votre maison, surtout ne reprenez pas. Le quatrième qui fait, quoi, on vous a dit de reprendre, mais ils sont fous, vous, c'est une formation qu'il vous faut. Et vous avez le cinquième, les bras croisés, qui fait, quoi, qu'est-ce qu'on vous a dit? Non, tout ça c'est des conneries, nous on défend votre poste. Donc vous voyez en fait qu'un salarié qui est choqué, qui n'a pas en fait toute sa raison, qui n'a pas même sa puissance psychique de pouvoir raisonner, comment voulez-vous qu'il puisse s'en tirer
dans en fait ce genre de fatras et d'incohérence des discours. Ensuite, on va vous rendre compte, l'accuser de mentir. Mais comment voulez-vous en fait qu'il fasse? À partir du moment où il est choqué, qu'il a perdu toute sa capacité de réfléchir là-dessus, en fait, sereinement, vous avez en fait une personne qui, parce qu'elle est malade, parce qu'elle n'a pas d'énergie, et qu'elle entend en fait des discours contradictoires, et en fait, vous et moi, on réagirait tous de la même façon, va se boucher les oreilles, va s'enquister parce qu'elle ne peut pas comprendre que les gens qui sont en face en fait d'elle ne lui disent pas la même chose, et c'est le début du travail très profondément négatif qu'on appelle de sinistrose. La personne va s'enquister, ne va plus vouloir écouter aucun discours, va se défier de tous les discours, et à partir de ce moment-là, il va y avoir en fait un confrère qui s'appelle un médecin conseil, qui va estimer que plus rien ne bouge dans la situation, et qui va dire au travail. La personne revient en fait au travail, et tout le monde lui saute dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? La personne regarde tout le monde en disant je sais pas. Et à ce moment-là, tout le monde en chœur, tous ceux qui sont dans cette salle, disent dis-moi, tu trouves pas qu'il n'est pas très motivé? J'adore ce critère de la motivation. Il est plus facile paranoïaquement de penser en fait que c'est de sa faute à lui, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on a fait à titre individuel et collectif pour entretenir la dynamique de cette personne-là pendant son arrêt de travail. À partir de là, en plus de ça, il faut voir en fait comment s'appelle ce salarié et qui est derrière en fait les conseillers. J'adore. Regardez comment il s'appelle. Tout d'abord, cette personne qui est en difficulté s'appelle mon patient. Et puis ensuite, il s'appelle un cas chirurgical. Puis ensuite, un problème de rééducation. Puis il devient un assuré social. Puis très vite, un cas social. Puis ensuite, il redevient un salarié. Puis un inapte. Puis un travailleur handicapé vieillissant. Puis un chômeur de longue durée. Puis un SDF. Vous me direz, il caricature là. Lisez en fait les derniers rapports qu'il y a sur les SDF parisiens et vous verrez que 40% d'entre eux ont suivi le magnifique parcours dont je viens de vous parler. C'est-à-dire en gros des gens qui font leur boulot, chacun en fait dans leur silo, et où il n'y a aucun en fait un travail transversal qui aurait pu permettre peut-être d'éviter en fait à un moment donné tous ces cloisonnements. En plus de ça, avec une déontologie absolument parfaite, qu'est-ce qu'elle vous a dit l'assistante sociale? Qu'elle se mêle de ce qui la regarde, elle n'est pas médecin, elle. Et puis ensuite, l'employeur. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le toubib du travail? Ah ouais, je vois qu'il n'est pas dans la vraie vie, celui-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et avec le salarié en face, et à chaque fois, évidemment, vous lui dites, fort de votre toute puissance, ah, vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que vous fasse le gars? Ouais. Mais pourquoi voulez-vous qu'en sortant de votre cabinet, il vous écoute, vous, plus que la personne qui est sortie de son surendettement, en fait, avant-hier, et ainsi de suite? C'est-à-dire qu'en gros, personne, en fait, en recevant une personne, ne lui demande simplement qu'est-ce qu'on vous a déjà dit sur votre situation, ce qui est en fait c'est une situation humble, mais qui permet au moins de savoir ce qu'on lui a déjà dit, pour ne pas en fait faire rentrer la personne en défiance sur tous les discours. C'est là en fait qu'on vous envoie le salarié dans une cellule de maintien dans l'emploi, et avec le magnifique en fait, vous savez, diagnostic d'hypertrichose palmaire. Grand poil dans la main. Ce discours en fait il profite du système, il ment. Ah, ça y est, on y est, il ment. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, oui, il manipule. Ah, ça aussi. Il ment et il manipule. Et je dis souvent, en fait, aux professionnels en face, qui se laissent manipuler par manque de cohérence. Derrière, on a en fait travaillé là-dessus. Et en fait, la méthodologie dont je vous parle n'est pas une méthodologie tirée au hasard. 18 co-auteurs de tous horizons, médecins, employeurs, syndicats, etc. ont réfléchi là-dessus pendant 3 ans au ministère. Elle a déjà en fait 15 ans, cette méthodologie. Et en fait, a défini, donc à un moment donné, justement, comment on pourrait prévenir le mensonge. C'est-à-dire comment on pourrait faire ensemble pour optimiser ce maintien en emploi en faisant en sorte d'avoir le consentement éclairé de tous. Le consentement éclairé, est-ce que ce ne serait pas ça, le consentement éclairé du salarié, de l'employeur, du collectif de travail, du médecin du travail? Est-ce que ce ne serait pas ça le début, à un moment donné, du non-mensonge? Faire en sorte d'avoir le consentement, pas simplement le consentement éclairé, tenant et aboutissant de ce que je vous propose, sur en fait toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais si on a un consentement éclairé des 3 en question, le maintien en emploi demande à ce que l'équipe de maintien en emploi puisse également aider les aidants. Parce que combien de fois nous voyons aujourd'hui un des aidants, qu'il appartienne à la sécurité sociale, à la santé au travail ou autre, lui-même en difficulté dans sa propre institution, pour faire le boulot vis-à-vis du salarié, de l'employeur, du collectif du travail ou du médecin du travail. Donc en gros, est-ce qu'il ne faudrait pas construire des équipes d'aide aux aidants pour que les aidants puissent à un moment donné, réellement, avec leur pleine mesure, faire leur boulot vis-à-vis du salarié, de l'employeur, du collectif du travail et du médecin du travail?
En gros, faire en sorte de lever les freins qui empêchent tous ces gens-là de penser positif par l'ouverture des champs du possible, par le partage de l'expérience et la maîtrise de la boîte à outils. Cette méthodologie, en fait, se fonde sur le fait que, voilà, statistique sécurité sociale, 2009, une personne sur deux en arrêt de travail depuis plus de 6 mois ne reprend pas son activité professionnelle. Ce qui milite donc pour la précocité du signalement et de l'accompagnement. Le signalement précoce, pourquoi? Il va falloir redonner confiance à la personne en difficulté le plus tôt possible. Mais il ne faut pas attendre, parce qu'on dit toujours « Ah, il faut attendre la demande de la personne », ce qui est vrai. Sauf que la demande n'est jamais explicite. Je n'ai jamais vu quelqu'un se réveiller à l'hôpital me dire « Docteur, il faut qu'on voit ensemble mon avenir social, familial et professionnel. » Moi, jamais. En revanche, des gens me disent « Je suis foutu, j'y arriverai pas, qui va faire manger ma famille ?» et ainsi de suite. La demande, vous le savez bien, les psychiatres nous la prennent, est toujours implicite. Or, tout le monde attend la demande. Si vous attendez la demande, c'est 10 fois trop tard, 6 mois d'arrêt, etc. Et sinistrose, et la personne ne peut pas s'en tirer. Donc, il faut apprendre aux soignants, et en oncologie, on le fait maintenant, en fait, dans plein de milieux hospitaliers, où dès que les soignants entendent ces demandes implicites, « je suis foutu, je n'y arriverai pas, qui va faire manger ma famille ?», on leur propose à ce moment-là des consultations pluridisciplinaires, où on va en fait leur proposer un accompagnement dès qu'ils le pourront, dès qu'ils le voudront. C'est très très important, dès que vous le pouvez, dès que vous le voulez. Voilà tout ce que l'on peut faire avec vous, mais nous le ferons ensemble. Relation d'aide. Ce n'est pas moi qui vous prends en charge, je n'aime pas en fait cette locution, c'est nous allons ensemble traverser en fait toutes ces étapes, ce qu'on appelle donc la méthodologie nationale du maintien dans l'emploi. Or, les psychiatres, on nous apprenne quoi? C'est que lorsque la personne se sent comprise, dont, à un moment donné, sa problématique vis-à-vis en fait, de la famille, des finances, de l'entreprise, de son futur emploi, dès qu'une personne se sent comprise, appréciée, aimée, elle sécrète de la dopamine. Et ça, ce sont les neurosciences qui nous l'ont appris. C'est-à-dire que la dopamine va vous permettre d'agir. Et quand vous agissez, bien en fait, vous sécrétez des endorphines. Qu'est-ce que nous disent les neurosciences? Quand on est baigné de dopamine et d'endorphines, on met nos métabolismes au maximum de leur efficacité, et donc ça améliore le pronostic médical. S'occuper du travail et du social pendant l'arrêt améliore le pronostic médical. Voir la démarche précoce d'insertion de Comet France, qui a donné ça à la Haute Autorité de Santé en septembre 2011, et maintenant c'est gravé dans le marbre. Donc vous voyez en fait tout le changement des pratiques et des mentalités en fait, vis-à-vis à la fois des médecins traitants, des hospitaliers, des médecins du travail, mais pas que des médecins. C'est-à-dire qu'il va falloir que le monde du travail rencontre le monde du soin pendant l'arrêt pour optimiser le maintien en emploi et baisser le risque du mensonge. D'ailleurs, en face de la résilience, en face en fait de cette capacité en fait de résilience en fait qu'on pourrait donner très tôt à la personne, ce n'est pas pour qu'elle agisse tout de suite, c'est pour semer des choses qui vont faire en sorte que la personne va s'appuyer sur ce positif qu'elle a entendu dans l'océan de négativité qu'elle vit pour activer ses capacités de résilience. Donc il n'y a pas besoin d'attendre que la personne puisse à un moment donné agir pour ça. Il faut en fait semer très tôt. On ne sait pas quand est-ce qu'on récoltera, mais en tout cas, l'expérience prouve qu'on finit toujours par récolter quand on a semé. Si on ne sème rien. Voilà. Et donc il va bien falloir que le monde du soin rencontre là encore le monde du travail. Si vous ne le faites pas, vous laissez la personne dans le stress. Qu'est-ce que je vais devenir? Qui va faire manger ma famille? Et le stress, nous le savons, c'est noradrénaline et cortisol. Et noradrénaline et cortisol sécrétés au long cours pendant un arrêt, je ne vous fais pas de dessin, ça à un moment donné abîme l'immunité, et en abîmant l'immunité, ça aggrave les pathologies, et en aggravant les pathologies, ça aggrave l'absentisme. Je ne parle plus jamais de santé dans une entreprise, je parle d'absentisme, et je suis compris 5 sur 5. Donc à un moment donné, vous voyez que le signalement précoce permet également d'assurer un colloque médical qui est indispensable vis-à-vis en fait de la mise en mouvement de la personne. On ne peut plus en fait tolérer ce qu'on a déjà entendu ce matin et hier, à savoir qu'un médecin en fait puisse dire, un neurochirurgien puisse dire « Oh là là, attention, m'abîmez pas mon opération ». Un médecin traitant en disant derrière « Attention, finis votre boulot ». Vous savez, le chauffeur-livreur là, trépidation, conduite automobile, etc. Tout fini. Un autre médecin qui dit « Allez au travail ». Et un quatrième qui, parce qu'il n'a absolument rien le matin de la visite de reprise, mais rien, parce qu'on lui a rien amené évidemment, c'est-à-dire ni radio, ni compte-rendu opératoire, et qui doit en fait prendre une décision, va vous mettre apte chauffeur-livreur, sauf conduite automobile prolongée et port de charge lourde. Et avec ça, le monde médical veut paraître crédible. On voit donc bien que ce signalement précoce est à la base de tout pour pouvoir donc activer tout ça, et amener
par la personne l'appropriation d'une image corporelle et psychique de ses possibilités. Et ça, c'est primordial. On ne peut pas demander à une personne dans une entreprise ce qu'elle veut à partir du moment où, en fait, on ne l'a pas fait travailler sur ce qu'elle peut faire. Possibilités physiques, psychiques et cognitives. Le signalement précoce acquis, vous connaissez, c'est la fameuse visite de préparation à une éventuelle future reprise, la visite de pré-reprise qui a été donc affirmée mis en exergue lors de la dernière loi. L'assistante de service social, parce que parfois les gens ne veulent pas voir le médecin du travail, mais veulent bien voir l'assistante de service social, ou l'un, en fait, à un moment donné, l'un des exemples de cellules de maintien dans l'emploi, qu'elles soient en fait de la CARSAT, qu'elles soient en fait du service de santé au travail ou autre. Lever les freins inhérents également aux fausses croyances du patient salarié vis-à-vis des assurances sociales permet de diminuer les mensonges aussi, parce qu'on s'aperçoit que ce soit en fait les salariés ou les employeurs méconnaissent complètement le système de sécurité sociale vis-à-vis des rentes et surtout de pourquoi on me remet au travail alors que la partie blessée ne peut pas me permettre de reprendre mon poste, la notion de consolidation. Alors voilà en fait cette fameuse méthodologie où on la regarde très brièvement. On a commencé par donner confiance dans l'accompagnement proposé parce que tant qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'adhésion. Et en fait, je crois que Philippe Petit vous en parlera en fait tout à l'heure sur l'un des exemples. La personne sait-elle ce qu'elle a? S'il y a ignorance, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de mensonge? Est-ce qu'il y a cohérence des discours médicaux? Plus de 40% d'incohérence majeure des discours médicaux quand nous prenons la personne en accompagnement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout le boulot qu'il y a à faire rien que sur cette cohérence-là. La deuxième chose, c'est les bilans physiques, psychiques et cognitifs. Est-ce qu'on les a? Et alors là, c'est là et à ce niveau-là que le monde du travail peut rencontrer le monde du soin. Il faut analyser le travail sur les exigences physiques, psychiques et cognitives pour donner toutes ces connaissances-là aux équipes de réadaptation et de rééducation pour rééduquer aux gestes et aux actions professionnelles. Et non pas simplement à faire pédaler les gens en fait pour les rééduquer à leur vie sociale. C'est là que se rencontrent le monde du travail et le monde du soin pendant le soin grâce aux services de rééducation et de réadaptation. Et puis vous avez, la personne sait-elle ce qu'elle peut socialement? Comment voulez-vous qu'une personne travaille si elle est en plein divorce et qu'on lui retire la garde de ses enfants ou en fait qu'elle soit en plein processus d'exclusion en fait de son logement? Puis ensuite, à partir du moment où ces trois choses, et je peux vous assurer que la plupart des problèmes de maintien dans l'emploi trouvent déjà en fait l'origine sur ces trois premiers points, alors à ce moment-là, on peut demander à la personne, sait-elle ce qu'elle veut? Et là, vous avez les projets de vie d'abord et les projets professionnels à l'intérieur. Et dans le projet, en fait, les projets professionnels, vous avez le maintien au poste, vous avez le reclassement en interne, vous avez les processus de formation, mais vous avez également le reclassement en extérieur. L'inaptitude n'est pas forcément un échec. Quand l'inaptitude est posée pour qu'une personne sorte d'une entreprise pour intégrer quasiment immédiatement une autre entreprise que l'on a préparée avec la personne. Et puis vous avez la création d'entreprise. Derrière, vous avez tout le travail avec évidemment l'employeur et l'entreprise sur toutes les couches, et vous avez l'étude de faisabilité avec une entité dont on n'a pas encore assez parlé depuis hier, c'est le collectif de travail, avec évidemment les représentants du salarié à l'intérieur. Il n'y a qu'à partir du moment où, en fait, tout ça a été préparé, qu'on a trouvé les financements, que la personne peut rentrer dans l'entreprise. Et là, quand elle rentre, il va falloir encore, à un moment donné, l'accompagner, parce que parfois, il faut, à un moment donné, un accompagnement psychologique, un accompagnement physique, il faut parfois, en fait, un tutorat, de telle façon à accompagner la personne. Donc, vous voyez que là, il ne faut qu'il n'y ait aucune rupture d'accompagnement entre le lit d'hôpital et le suivi du retour à l'emploi. Et on voit donc bien qu'il va falloir non seulement aider le salarié, l'employeur et le collectif de travail qui sont en fait sur cette méthodologie, mais chacun des acteurs en capacité de pouvoir aider, puisque là on a les médecins, on a les rééducateurs, on a le médecin de travail, on a tout le monde là-dessus, mais il faut en fait qu'une équipe puisse avoir un regard au-dessus pour savoir ce en quoi parfois l'acteur de l'institution peut lui-même être en difficulté pour faire son travail. Et à partir de ce moment-là, on a cette approche systémique qui permet à un moment donné d'éviter les mensonges. Les dispositifs de maintien en emploi, je vous en ai mis quelques-uns ici. Ceux qui utilisent le modèle de Sherbrooke, on n'a pas le temps pour l'instant en fait d'ouvrir tout ça. Le dispositif Comet France, qui ont été à l'objet de la recommandation de la HAS en septembre 2011 et qui ont mis donc en place la démarche précoce d'insertion, les SAMET, les Cap Emploi et cabinets d'ergonomie, les cellules locales de la CARSAT, de prévention de la désinsertion professionnelle, les plateformes en fait et les cellules de services de santé au travail. Et Philippe Petit nous parlera d'un dispositif assez nouveau, en fait assez novateur, mais ô combien intéressant. On n'est pas professionnel si on ne mesure pas l'effet de son action.
l'évaluation. Nous formons à ce dispositif méthodologique national depuis une douzaine d'années, et nous avons en fait essayé de regarder, puisque c'est bien joli de dire c'est la méthodologie nationale, co-construite et ainsi de suite, hein, et elle a été en fait fondée à partir de l'analyse de 8000 situations de maintien dans l'emploi. Mais est-ce que cette formation-action, est-ce que ça marche pour pouvoir faire travailler les gens, justement pour éviter mensonges et ainsi de suite? Voilà tous les gens qui ont été formés, plus de 10 000 personnes formées en une douzaine d'années, et vous voyez qu'il y a aussi bien des managers, des responsables RH, des secrétaires et membres de CHSCT, des encadrements intermédiaires, évidemment les médecins, les assistants de services sociaux, les infirmiers, les ergonomes et tous les autres préventeurs. Nous avons fait donc une étude sur 2800 personnes qui avaient été formées en fait sur 12 ans, et ce qui est intéressant, c'est de voir s'il en reste quelque chose. Nous pensions, nous, avoir à peu près 25% de gens qui continuent au bout de 10 ans à pouvoir faire ça. Et nous sommes aperçus, en fait, que lorsqu'on fait comprendre à chacun ce en quoi l'autre est en difficulté pour faire le travail et qu'il y ait une reconnaissance de la difficulté de chacun dans une équipe, eh bien, à un moment donné, ça permet des modes collaboratifs dans toutes les équipes qui s'occupent du maintien dans l'emploi, à tel point que 73% des gens continuent encore aujourd'hui à faire partie d'équipes ou à mettre en place des réunions de maintien dans l'emploi, pourtant presque 10 ans après leur formation. Et ça prouve que la formation-action peut être à l'origine, à un moment donné, de cet esprit systémique qui fait que les gens ont envie de travailler les uns avec les autres, malgré en fait une culture qui nous oblige à rester dans nos silos. Je passerai en fait sur tous les autres aspects en fait de ces cellules, parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a énormément de progrès sur également les résultats concrets du maintien dans l'emploi, pour aboutir à qu'est-ce que ça leur a amené. Les gens en fait qui ont été formés vous disent que, regardez bien, dans 74% en fait des cas, il y a une amélioration des conditions de travail globales à partir des cas de maintien en emploi. La prévention tertiaire tire la prévention primaire. Qu'il y ait une amélioration du processus qualité d'accompagnement des problèmes de santé au travail. Tiens, la qualité de nos façons de faire qui aboutit justement donc à l'absence de mensonges. L'amélioration de la non-discrimination de l'entreprise sur l'état de santé. La baisse de la durée de l'arrêt de travail. Et ça, évidemment, ce sont les employeurs qui nous en ont parlé, puisque si moi je fais ça pour que les gens guérissent plus vite, l'employeur voit, lui, que ça baisse l'absentéisme, et voilà pourquoi beaucoup d'entreprises aujourd'hui nous demandent de les former à faire des cellules pluridisciplinaires pour baisser l'absentéisme. L'amélioration du quota des travailleurs handicapés, l'amélioration du climat social dans l'entreprise, l'amélioration du taux d'emploi des seniors, l'amélioration de l'image de l'entreprise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la baisse des contentieux avec l'organisme d'assurance maladie, l'amélioration des prestations des compétences et la baisse des contentieux prud'homaux. Voilà quelques-uns, en fait, des aspects que vous renvoient les gens formés sur qu'est-ce que m'a amené la formation et qu'est-ce que ça m'a amené de travailler en pluridisciplinarité sur ces aspects-là. Et on voit donc bien que ce sont la réponse des gens formés et non pas ce que nous voulions, nous, au début. Je terminerai, en fait, sur quelques idées forces inhérentes donc au secret sans mensonge et pour lever les obstacles. Je crois en fait qu'on ne travaille pas assez sur le fait de lever les peurs, de redonner confiance donc, de professionnaliser pour ne pas que ça devienne personne dépendante. Combien de fois j'ai entendu « Ah, depuis que Madame une telle n'est plus là, on ne fait plus de maintien en emploi ?» De l'optimiser et de le valoriser. On peut en fait être dans quelque chose de transversal que si on a y gagné et que si notre propre institution ne nous pose pas problème à faire partie d'un réseau. Le travail transversal de réseau doit être interne et externe, tant il est vrai qu'on a des obstacles aussi bien à l'intérieur de nos structures qu'à l'extérieur pour s'occuper du salarié, de l'employeur et du collectif de travail, par des entités interdisciplinaires. Deuxièmement, surtout veiller, et ça doit être la ligne de conduite, à ce qu'il n'y ait aucune rupture d'accompagnement du lit d'hôpital jusqu'au suivi du retour à l'emploi. Ça doit être le mot d'ordre. On voit très souvent des gens en extrême difficulté parce qu'ils sont entre deux institutions et qu'ils ne savent pas où aller. La troisième, c'est l'accompagnement du salarié, du dirigeant et des collègues par des référents dédiés. Rien de pire qu'un employeur qui voit 4 ou 5 personnes différentes venir lui parler du même problème. Et pareil pour le salarié. La quatrième chose, c'est aussi, et ça on en a beaucoup parlé, l'aide aux aidants qui sont parfois eux-mêmes en extrême difficulté dans leur propre institution ou service. Cinquièmement, c'est d'avoir cette vision systémique permettant le respect de la déontologie et de la temporalité d'action de chacun des acteurs pour obtenir leur consentement éclairé dans tout le dispositif. Sixièmement, ce sera en fait d'arriver à des formations-actions
non seulement des entreprises, mais de leurs interlocuteurs privilégiés. Je pense par exemple aux comptables et aux experts comptables dans les TPE, qui sont les leaders d'opinion des TPE, sur cette méthodologie du maintien en emploi et sur cette vision qui permet justement que chacun puisse s'y retrouver. Enfin, sur cette notion de non-discrimination, de bienveillance et de qualité de vie au travail, et là on rejoint le plan santé-travail 2016-2020, c'est le fait que toutes ces entités puissent créer ce que Pierre Falzon, en fait, qui est professeur en fait, d'ergonomie, titulaire de la chaire d'ergonomie au CNAM, appelle les environnements capacitants. Faire en sorte que par notre action, on parlait de Kant hier, ça puisse devenir universel, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse augmenter, en faisant ce travail de maintien dans l'emploi, la capacité de chacun à agir et à réussir ces maintiens dans l'emploi. Faire des environnements capacitants. C'est ce que l'on appelle l'optimisation du maintien en emploi. Et je pense, et j'espère en tout cas, que ce donnera beaucoup de sens à la nouvelle notion de la loi El Khomri sur la notion d'emploi accompagné, dont les décrets devraient sortir incessamment sous peu. En faisant tout ça, je pense que nous tous qui sommes dans cette salle sommes donc chargés, parce qu'en fait c'est à nous et c'est à notre génération de le faire, d'innover pour ouvrir les champs du possible, afin de redonner dignité et santé par le travail, et c'est ce qui donne du sens à nos si beaux métiers. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup, Dr. Jabs. Vous nous avez convaincus de l'importance de préparer le retour en emploi avec la coopération des acteurs dans le cadre d'une stratégie que vous qualifiez de systémique et que j'aurais envie de qualifier aussi de dynamique à l'image de notre conférencier.